La MAE, numéro 1 de l'assurance scolaire, engagée aux côtés des enfants et de leurs familles pour les accompagner et les soutenir, vous propose ce podcast sur la violence à l'écran. De nombreux parents s'inquiètent de l'exposition de leurs enfants à des films violents qui pourraient avoir un impact négatif sur leur développement. En effet, la multiplication des écrans augmente la possibilité d'être confrontés à des images violentes. Au cinéma, à la télévision, sur un ordinateur ou un smartphone, nous allons essayer de mieux comprendre comment protéger les enfants et adolescents des images trop violentes. Et pour nous aider à les sensibiliser aux effets négatifs de la violence et leur apprendre à gérer les émotions associées à ces contenus, nous sommes avec Sabine Duflo, psychologue clinicienne spécialiste des impacts des écrans sur les enfants. Bonjour. Bonjour. Les enfants sont-ils aujourd'hui vraiment plus exposés à la violence sur les écrans qu'ils ne l'étaient il y a 20 ans ? Parce que c'est un sujet d'actualité depuis déjà plusieurs décennies en réalité. Aujourd'hui, avec la multiplication des écrans, la violence en images est-elle vraiment plus accentuée ? Oui, le comptage des faits violents dans les films, les séries a commencé dans les années 50 et s'est arrêté dans les années 2000, tout simplement parce que les chercheurs cherchaient à démontrer avait été trouvé, à savoir que effectivement la violence dans les films, les séries, les jeux vidéo aussi a des impacts réels sur les comportements des enfants. Alors évidemment, il y a un fait mathématique qui est que plus ils y sont exposés, plus ça a un impact important sur leur comportement, leurs pensées, leur humeur. Et les chiffres de temps d'exposition des enfants aujourd'hui ont considérablement augmenté du fait de la nomadisation des écrans, c'est-à-dire le téléphone portable, l'ordinateur portable, les consoles. Mathématiquement, mais est-ce que les contenus eux-mêmes sont plus violents ? Concrètement. Oui, parce que la violence, c'est un artifice pour vendre. La violence et l'hypersexualisation. Donc, on a affaire à une entreprise marchande. Donc, évidemment, ce qui va retenir le plus l'attention, c'est la violence, voire l'hyperviolence, puisque le système concurrentiel, en fait, de ces entreprises fait qu'il y a une surenchère. Et on peut le voir avec des exemples concrets comme celui du James Bond. Oui, tout à fait. Il y a une étude qui est paru en 2013 dans le JAMA Pediatrics, qui est une revue prestigieuse de pédiatrie américaine, qui a étudié la présence de la violence dans les James Bond sur 22 films sur une période de 46 ans. Et on peut observer que la violence y a doublé entre 1962 et 2008. Or, en fait, en France, les James Bond sont proposés au public avec la signalétique tout public ou bien déconseillés aux moins de 13 ans, ce qui signifie que les adolescents y ont accès. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui le temps d'exposition moyen des enfants, des adolescents et même pourquoi pas des adultes à ces images violentes ? Oui, alors là encore, il y a une différence France et autres pays, notamment France et États-Unis. On n'est pas très bon pour le comptage et ce comptage est compliqué parce que, comme vous le savez aujourd'hui, on regarde souvent plusieurs écrans à la fois. Au bureau, vous êtes sur votre ordinateur, mais vous regardez aussi les notifications de votre téléphone portable et nos ados, ils regardent une série à la télé tout en répondant, en étant sur les réseaux sociaux. Mais enfin, ce comptage existe. Le plus récent, c'est une étude publiée par l'Institut Ipsos en 2022, une étude qui avait été commandée par l'UNAF, l'Union nationale des familles, et l'Open. Et si on prend le temps cumulé d'écran par jour, les résultats sont affolants. Les 3-6 ans passent 3h40 par jour devant un écran, les 7-10 ans 4h42, les 11-14 ans passent 8h23 et les 15-17 ans passent 10h38. Voilà. Donc, ça veut dire concrètement que les enfants des classes élémentaires passent un tiers de leur journée et les collégiens les journées entières. Et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on observe un doublement du temps d'exposition entre 10 et 11 ans qui s'explique de façon simple, l'acquisition d'un téléphone portable connecté à l'arrivée en 6e.
Aujourd'hui, parmi tous ces écrans, quelles sont les sources principales d'images violentes? Est-ce qu'il y a vraiment des distinctions à faire entre certains écrans? Oui, c'est celles qui sont pas contrôlées du tout, c'est-à-dire qui sont sur Internet, quoi. À la télévision, sur les chaînes publiques, on a un certain contrôle, et il y en a absolument aucun sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, sur les clips aussi qui sont pas soumis au contrôle, à la censure. Donc elles arrivent n'importe comment et très tôt, ou par le biais des jeux vidéo aussi, ou des shorts vidéos qui sont sur YouTube. Voilà. Et les parents sont absolument pas au courant, parce que si vous voulez, l'accès à la violence ou à des contenus violents pouvait se faire avant l'écran, il se faisait par le livre, mais les parents savaient à peu près ce qu'il y avait dans une bibliothèque familiale. Aujourd'hui, ils n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans le téléphone portable de leur enfant. Et la télévision, parce que donc il y a eu quand même le CSA, l'Arcom, etc. La télévision française, comment on gère cette violence? Elle est quand même cadrée, elle est réglementée suffisamment, pas assez? Alors, il y a beaucoup de films, moins 12 ou 16, qui passent en début de soirée. Donc, à mon sens, elle ne l'est pas assez. Mais ça n'a rien à voir avec les expositions qui sont faites via Internet, ou même simplement la possession d'un compte Netflix partagé, ce qui est le cas pour beaucoup d'adolescents, ça les expose à tout type de contenu, les meilleurs comme le pire. Il y a une étude intéressante dont vous nous avez fait part, une étude du CSA qui date déjà de 95, avec des chiffres assez impressionnants sur le nombre de crimes ou de scènes violentes qu'on est capable de voir sur un temps donné, sur une heure par exemple. Oui, le CSA a cessé de faire le comptage parce que je pense que de toute façon ça serait impossible, mais rien que cette étude finalement ancienne, ils avaient étudié 109 heures de programme sur 194 émissions et en fait les résultats montrent que les spectateurs, pour simplement 3h30 de télé par jour, sachant qu'aujourd'hui on a un temps d'exposition bien plus important, vont ingurgiter en moyenne 2 crimes et une dizaine d'actes violents par heure. Et sur une année, ça fait 2600 crimes et 13 actes violents. Vous voyez, donc après ça, si la question c'est est-ce que ça a plus d'effet que la violence réelle? Ben oui, parce que tout simplement, si vous vivez dans un contexte dangereux en guerre, vous allez avoir 1 ou 2 éléments traumatiques. Mais là, c'est tous les jours. Voilà, vous ne vivez pas tous les jours ce nombre de crimes. Voilà. Et quand déjà le contexte familial est assez agressif, voire violent, est-ce que ces images, elles viennent accentuer peut-être un futur comportement? Oui, alors, si vous voulez, quel que soit le contexte familial ou social, l'exposition d'un enfant et d'un adolescent dont le cortex préfrontal, c'est-à-dire les capacités à réguler les émotions, n'est pas achevée, ces images vont avoir de toute façon un impact sur lui et grosso modo, on distingue 3 types d'impact. Une augmentation des comportements et des cognitions ou pensées violentes, une désensibilisation, c'est-à-dire une perte de l'empathie, et une modification de l'humeur. Alors ça existe quel que soit le contexte. Si l'enfant a grandi dans un contexte familial fait de stress ou d'anxiété, où les parents, en gros, s'engueulent en permanence, mais évidemment, l'exposition à ces images, elle va normaliser ce qu'il est déjà habitué à voir et savoir un effet encore plus important. Mais un enfant qui vit dans un contexte où les parents se parlent avec respect, mais qui est exposé à ce type d'image précocement, eh bien, il aura aussi, lui, ça va aussi avoir un impact sur son comportement, sur la gestion de ses émotions et sur son humeur en général. Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette histoire de signalétique, à la fois sur les écrans de télévision, mais aussi au cinéma, donc tout public, moins de 10 ans, etc. Est-ce que ces signalétiques sont vraiment bien adaptés aux recommandations d'âge minimal pour l'enfant ? Non, il faut savoir que la France est un des pays les plus laxistes concernant la signalétique. La plupart des films sortent avec la notion tout public, mais tout public, ça ne veut pas dire du tout tous les publics. Et lorsqu'on regarde, par exemple, un film donné et les recommandations d'âge en France, qui sont généralement tout public, et ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, on voit souvent des grands écarts. Je vais prendre 2 exemples de films que j'ai vus, on va dire, avec mes enfants, justement. Le Chapeauté 2, un film d'animation qui est sorti en 2022, tout public en France, alors qu'il est déconseillé aux moins de 6 ans en Allemagne et moins de 6 ans en Suisse. Ou bien un James Bond sorti en 2021, Mourir peut attendre, il est classé tout public en France, moins 12 ans en Allemagne, moins 12 ans en Angleterre, moins 14
14 ans en Suisse et moins 13 ans aux États-Unis. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'attention portée à la protection de l'enfance. Si on va sur le site du CNC, le Centre national du cinéma, et qu'on cherche une grille, on n'en trouve pas. Donc, les parents sont souvent un peu perdus. Et une question qui revient souvent, c'est où dois-je me tourner, en fait? Alors, ma réponse est assez simple. D'abord, quel film je peux montrer à mes enfants? Montrer un film que vous avez aimé étant plus jeune, que vous avez apprécié ou que vous avez pu avoir le temps de regarder avant. Ça, c'est la base pour les petits-enfants. Et puis ensuite, il y a tellement de choses qui sortent. Ils peuvent aller sur un site français qui s'appelle filmspurenfants.net. Alors, tous les films sont pas présents, mais c'est souvent des films de qualité. Ils vont donner, au début, il y a une grille très objective et claire de leurs critères, et puis un âge conseillé. Et il y a aussi un site qui s'appelle Tout Public avec un point d'interrogation où il donne l'âge en France, mais aussi dans les autres pays d'Europe, et puis un résumé du film. Et puis il y a un site aussi très bon qui s'appelle Common Sense Media, le bon sens des médias. Mais ça, c'est un site américain intéressant parce que vous rentrez n'importe quel jeu vidéo, application, série, film. Aujourd'hui, c'est mondial, et vous allez avoir l'avis des professionnels de l'enfance, des parents et des enfants avec un système de cotation très clair. Comment est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre ce qui se passe dans la tête des enfants lorsqu'ils sont confrontés à ces images violentes? Alors, l'image violente, elle n'agit pas comme la phrase violente. L'image violente, elle agit de manière traumatique, elle fait effraction, c'est-à-dire que l'enfant se la prend ou l'adolescent de plein fouet et il sans capacité à l'analyser ou à prendre du recul. Vous lisez une histoire captivante avec des choses un peu dérangeantes, vous pouvez tout à fait fermer le livre. On ne peut pas le faire quand on est devant un écran. Donc, il se la prend de plein fouet, de plein front, et les conséquences immédiates, assez rapides, ça va être par exemple le soir une difficulté à trouver le sommeil par peur de faire un cauchemar, ou le cauchemar. Le cauchemar, j'ai l'habitude de dire, c'est un peu la gastro-entérite du cerveau, quoi. C'est l'image qui est pas passée. C'est l'image qui est pas passée et qui peut revenir de façon lancinante nuit après nuit, ou bien ça peut même hanter l'enfant dans la journée sous forme d'une perception de cette image comme une hallucination visuelle. Voilà. Alors l'enfant va pas immédiatement faire le lien entre ce qu'il a vu qui lui a fait peur et puis ses conséquences sur le sommeil, sur son comportement de peur dans la journée. Et c'est pour ça que lorsque on observe l'enfant avec des signes particuliers, un enfant qui demande à avoir sa veilleuse de nouveau alors qu'il n'en avait plus besoin pour s'endormir, ou qui va se réveiller dans la nuit avec des cauchemars, refuser d'aller se coucher, tout d'un coup avoir peur, je sais pas, de se rendre aux toilettes parce que c'est au fond du couloir, ou d'être laissé seul, il faut être vigilant et se dire mais qu'est-ce qui a pu l'effrayer dans la journée? Et c'est pas forcément un élément réel, ça peut être aussi un élément virtuel, quelque chose qu'il a vu à l'écran. Et peut-être se remémorer ce qui nous-mêmes nous a fait angoisser, nous a fait peur lorsqu'on était enfant, pour peut-être mieux comprendre cet impact-là. Tout à fait, tout à fait. Pour comprendre la souffrance, puis le fait combien l'enfant est coincé en fait finalement avec ces images, il faut pouvoir aussi se remémorer ce que ça peut nous faire un film violent. On a tous fait l'expérience d'un film qui nous a hantés, en fait, pendant des jours et des nuits. Et ça, il faut pas l'oublier parce que ça nous permet d'être plus proche de ce que ressent l'enfant. Certains enfants vont avoir tendance à réagir immédiatement à des images violentes avec des cris, des pleurs, des plaintes. D'autres, au contraire, vont rester impassibles, voire même vont être attirés par ces images. Les émotions exprimées ou non d'un enfant, est-ce que c'est un signe positif, négatif? Est-ce que l'enfant doit l'exprimer, cette peur, ou pas? Alors, l'émotion, le contrôle, c'est toute une éducation. Mais c'est tout à fait normal de réagir au cinéma, quand on est grand ou petit. C'est plutôt bon signe. Oui, bien sûr, c'est normal d'avoir peur. D'ailleurs, c'est fait pour ça, pour nous faire réagir. Donc, un enfant qui réagit, qui dit sa peur, qui dit son angoisse, c'est plutôt bon signe. Un enfant qui ne dit rien, c'est parfois le signe d'un enfant auquel on a fait taire les émotions trop rapidement et qui a l'impression qu'il
il sera perçu comme une poule mouillée si il exprime son angoisse, sa peur. Je vous donne un exemple, c'est un exemple personnel. J'ai été voir il y a quelques années un film d'animation Vice Versa sur les émotions. Il est sorti en 2015. C'est plutôt d'ailleurs un bon film. Et dans la salle, il y avait un papa avec son petit enfant qui avait 4-5 ans. Il a été assez vite terrorisé par l'un des personnages. C'est un film où les émotions sont personnifiées. Et il avait très peur de ce personnage très coloré. Et il s'est mis à se plaindre, à geindre. Il était mal à l'aise avec ça. Et puis de plus en plus. Et le père n'arrêtait pas de lui dire « mais tais-toi » jusqu'à l'engueuler complètement. Donc on avait un enfant qui pleurnichait, qui était terrorisé, et un père qui finalement un peu l'engueulait de ses propres émotions. Et en fait, ce film, j'ai été regarder, il est considéré tout public en France, alors qu'en Suisse, il est conseillé à partir de 6 ans, en Suède 7 ans, et sur filmpourenfants.net 10 ans. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur les impacts de ces images violentes ? Oui. On a essayé de comprendre ce qu'ils pouvaient ressentir, mais qu'est-ce que ça peut produire chez eux? Tout à fait. Alors là, il faut vraiment l'avoir en tête. Et c'est pour moi une question très importante et qui a longtemps en fait été tabou. On s'est beaucoup axé sur la surexposition et les effets qui sont réels, mais peu sur l'effet des contenus, alors qu'ils sont tout aussi importants. Donc ces effets, on peut les schématiser ou les simplifier à 3 effets principaux. L'exposition à des contenus violents, lorsqu'elle est de courte durée ou répétée, elle a pour effet une modification de nos comportements, c'est-à-dire une augmentation des comportements violents, moindre tolérance de la frustration, et une augmentation des pensées ou des cognitions agressives. Voyez, c'est-à-dire que la même scène, si j'ai vu avant un film violent ou pas, je vais l'interpréter différemment. Le deuxième effet, ça va être une perte de l'empathie, une désensibilisation. Lorsque je vois quelqu'un qui souffre suite à un coup reçu, normalement, spontanément, j'ai envie de le secourir, et même c'est presque automatique, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'appelle les neurones miroirs qui fait qu'on souffre en empathie. Mais le fait d'y être exposé de manière répétée, soit via des films, soit de manière proactive via des jeux vidéo, fait que je perds cette sensibilité, cette empathie. Et le troisième effet, c'est une modification de l'humeur. C'est-à-dire qu'à force de présenter des environnements faits de violence, eh bien la violence, je l'aperçois comme quelque chose de généralisé. C'est ce qu'on appelle le syndrome du grand méchant monde, et donc ça va développer une sorte d'humeur anxieuse parce que j'imagine en permanence un danger ou un contexte de violence. Et est-ce que ça peut perdurer au-delà de l'enfance ? Tout à fait. Ça perdure, c'est-à-dire les études montrent que ça a un impact à court terme, à moyen terme et à long terme, et c'est très dépendant à la fois de l'âge, de l'exposition et du temps d'exposition, de la répétition, si vous voulez. Donc on l'a bien compris, c'est important de comprendre les impacts de ces images sur les enfants pour prendre les bonnes décisions. Mais comment est-ce qu'on peut les protéger ? Est-ce qu'on doit... Alors vous le disiez, ce qui peut être bien, c'est d'avoir vu ce qu'on leur montre avant. Mais peut-être que tout le monde ne le fait pas. Ça. Oui, alors... J'aimerais juste ajouter quelque chose, c'est-à-dire l'idée c'est pas de protéger tout le temps l'enfant pour qu'il vive dans un monde de bisounours, mais c'est d'avoir en tête que nos émotions, elles sont le moteur et le ressort de notre vie. C'est important de réagir, d'avoir des sentiments de réaction, de peur, de colère, d'empathie, mais si justement cette exposition permanente, elle nous empêchent finalement au bout d'un moment de réagir, elles nous font prendre pour normal et banal ce qui l'est pas. Et nous avons parlé de l'exposition à des images violentes. Il y a un élément très important qu'il faut rajouter, c'est que c'est la façon dont cette violence est présentée. Si on présente par exemple un enfant, l'adolescent regarde un film sur la Shoah qui montre une violence extrême mais en la contextualisant, elle lui permet aussi de réagir et de comprendre. Mais si c'est présenté dans un film où le héros, celui auquel on va s'attacher, est un personnage violent, alors c'est tout à fait différent. Parce que dans un cas, celui par exemple d'un film historique, eh bien la violence est montrée comme dans ses aspects négatifs, et dans l'autre, elle est assimilée à une fête.
Voyez. Donc ça, c'est aussi important concernant les films, de se demander pas simplement la violence, mais quel est le message derrière, dans quel contexte est présentée cette violence. Voilà. Alors votre autre question, c'était comment les protéger, et je sais que là-dessus, comment les protéger, effectivement, vous avez tendance à dire que si les enfants regarde plusieurs fois le même contenu, c'est pas forcément un mal. Oui, tout à fait. Un film, pour être attractif, il a toujours un certain degré de violence. Tout le monde raconte, par exemple, quand on interroge les gens de ma génération, j'ai 53 ans, sur quel est le film traumatique, ils vont répondre Bambi. La mort de la maman de Bambi, bien sûr. Alors que vous prenez n'importe quel film Pixar ou Disney aujourd'hui, mais il y a des dizaines et des dizaines de coups, ça n'a strictement rien à voir. Alors moi, je suis retournée voir Bambi parce que voilà, il y a rien dans Bambi. On entend un coup de fusil et on voit une tache de sang sur la neige blanche. C'est tout, du rouge sur du blanc. Il n'y a rien d'autre. Là où aujourd'hui, dans les films Disney, mais ça s'amoncelle. Et Bambi, comme tous les premiers Disney, c'est aussi des films un peu éducatifs finalement. Hein. Donc l'enfant, oui, bien sûr qu'on peut lui montrer, et surtout on doit lui laisser regarder plusieurs fois de suite pour qu'il apprivoise sa peur quand il s'agit évidemment d'un film. Donc le but n'est pas de traumatiser l'enfant, ce qui est le cas de Bambi par exemple. Il y a également des contrôles parentaux. Qu'on peut peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, vous préconisez effectivement l'application. Mais à condition, le meilleur filtre, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est celui qu'on se met à soi-même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord expliquer à l'enfant, lui dire, écoute, moi je veux pas que tu regardes des films qui sont déconseillés sur les sites pour ton âge, parce que je sais très bien ce que ça fait de voir des films qui font peur. À la fois, ça nous excite un peu, ça nous attire, mais ensuite on dort mal, on peut faire des cauchemars et on perd quelque chose d'aussi important que l'empathie. Donc moi, je veux te protéger tout ça. Je fais attention à ce que tu manges. De la même façon, je veux faire attention à ce qui se passe, qui va passer dans ton cerveau. Voilà. Et alors évidemment, c'est plus facile d'avoir ce discours-là quand soi-même on n'est pas friand de films gore que si on l'est. Hein. Est-ce que vous avez des conseils pour nous aider à les sensibiliser, justement, lorsqu'on veut bien faire? Je crois que tout simplement, il faut partir de ses propres émotions, de dire, moi, voilà ce que ça fait quand je regarde ce type de film. J'aime pas, je suis mal à l'aise, et ne pas hésiter à leur faire partager ce qu'on aime, ce qu'on a aimé, des films qui sont beaux, qui peuvent être avec parfois certaines violences, mais qui est mesuré, qui est contextualisé, toujours. Je crois qu'il faut partir des films qu'on a aimés quand on était enfant et adolescent pour essayer de leur partager. Et puis sinon, si on a un doute, on va sur ces sites où idéalement on les regarde avant. C'est une manière quelque part de les éduquer, de leur apprendre à gérer ces émotions liées à certains contenus, parce qu'en grandissant, ils vont perpétuellement y être confrontés. Et est-ce que il faut établir un dialogue là-dessus, y aller progressivement? Oui, je pense qu'il faut soi-même ne pas être en difficulté par rapport à ses propres émotions et être au clair par rapport à ça. Peut-être la première chose à se poser, plutôt que se demander comment en parler avec mes enfants, se dire « Et moi, quel est mon rapport aux images violentes ?» Voilà. Et une fois qu'on l'a analysé, à ce moment-là, on sera plus à l'aise pour en parler avec ses enfants. Mais dans ma pratique, auprès des enfants et des adolescents, il y a un certain nombre d'adolescents ou d'adolescentes, filles ou garçons, qui d'eux-mêmes ne vont pas rechercher ce type de contenu et me disent, parce que après, je suis pas très bien, je fais des cauchemars, ils l'ont remarqué. Et d'autres, au contraire, qui en ingurgitent des heures. Et ceux-là, en général, ont toujours un sommeil perturbé, à minima et au maximum, parfois des difficultés aussi de relation avec les autres, parce que ça change la vision du monde, quoi. Sans contrôle parental, les enfants, les adolescents également, peuvent être confrontés sur Internet, notamment à des images de violence réelles, des scènes de rue, des scènes de violence filmées sur smartphone, etc. Est-ce qu'il faut faire une distinction entre la violence filmée réelle et celle qui est fictive? Alors, du point de vue de l'impact, non. Les études montrent que entre la violence réelle filmée et celle qu'on a observée. Mis en scène. Voilà, mis en scène, il n'y a pas de différence du point de vue du récepteur de cette violence. Puis alors, lorsqu'elles sont filmées, on peut y avoir accès des centaines de fois, alors que dans la vraie vie, elle n'a eu lieu qu'une fois. Mais cette fameuse phrase du « mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas pour de vrai ». Alors, ça dépend, parce que là, si vous me parlez, par exemple, de scènes qui ont réellement eu lieu et qui sont filmées, versus un enfant qui serait exposé à une scène violente
pour de vrai, pas derrière un écran. Je vous dis, l'impact là est le même. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une violence de fiction, fictive, dans un film, et une violence réelle... Une scène de guerre, parce que le journal télévisé est aussi rempli de... Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'un enfant qui va bien, il peut faire la différence entre le réel et le virtuel à peu près vers 8 ans. Mais tous les enfants vont pas très bien. Et aujourd'hui, où ils sont exposés comme ça très tôt à toutes sortes d'images, cette distinction réel-virtuel est plus aussi évidente qu'avant. Donc, dans tous les cas, l'important, c'est de se dire, est-ce que la violence auquel il est exposé, c'est une violence qui est expliquée, contextualisée, ce qui est le cas dans un journal télévisé, ce qui n'est pas du tout le cas sur les réseaux sociaux. Et peut-être également que cette présence, cette surexposition aux images violentes, fictives, les rendent aussi peut-être plus réelles dans la rue. On voit aussi... Oui, alors vous touchez un sujet qui est juste, c'est qu'aujourd'hui, l'exposition permanente au virtuel, elle crée une interpénétration. C'est-à-dire que les jeunes peuvent produire de la violence pour mimer ce qu'ils ont vu dans les séries, dans des jeux vidéo. Et d'ailleurs, on l'a vu lors d'événements violents récents. Quand on interroge les jeunes, ils peuvent dire « Oh, c'est aussi fort qu'un jeu vidéo, c'est moins fort. » Voilà, c'est des comparaisons. Et effectivement, l'omniprésence des écrans fait que finalement, parfois, dans la vie réelle, on a des comportements en imitation avec le virtuel et une interpénétration qui est assez inquiétante. Je voudrais terminer par quand même une note un peu optimiste, importante, c'est que nous sommes formatés par ce que nous voyons ou regardons. Et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité parentale importante et une transmission. C'est le parent qui décide ou pas d'exposer son enfant à ces images, c'est-à-dire de faire de lui soit un sujet qui peut encore s'émerveiller, réagir ou qui n'en est plus capable. Moi, souvent, je cite une phrase de quelqu'un qui a vécu il y a très très longtemps, puisque c'était à l'époque de Platon, et qui dit « Chaque être est et devient ce qu'il contemple ». Et je crois profondément à ça, c'est-à-dire qu'on est formé, déformé ou pas par ce qu'on regarde. Voilà. Et donc il faut toujours se poser la question de qu'est-ce que je regarde et quel effet ça peut avoir sur moi. Merci Sabine Duflot de nous avoir expliqué les impacts des images violentes sur les enfants et comment mieux les protéger. Retrouvez toutes nos ressources prévention famille et enseignants sur mae.fr.